Ivoire TV. Ivoire TV. TV, bonsoir. Amis des grandes interviews de Jean-Marc Kwasi, encore une fois de plus, je voudrais vous dire bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, merci de suivre les grandes interviews de Jean-Marc Kwasi. Comme il est de coutume, nous sommes là pour vous apporter des informations tous azimuts, des informations aussi bien de notre pays que du reste du monde entier. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un monsieur que nous connaissons tous ici aux États-Unis, que j'avais déjà reçu au cours d'une de mes émissions depuis le 26 mars. Les grandes interviews de Jean-Marc Kwasi au cours d'une table ronde. Et ce monsieur que nous connaissons tous s'est déplacé, spécialement ici à New York pour cette émission de ce soir. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je crois que la direction d'Ivoire TV me charge de lui dire infiniment merci pour ce déplacement qu'il fait et surtout pour cet attachement, je dirais, assez cordial qu'il accorde à notre télé. J'ai l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau des grandes interviews de M. Jean-Marc Kwasi, M. Yoro Séraphin. M. Yoro Séraphin, il est le CEO de Sogrim, voilà, international. Il est consultant politique, expert en matière d'organisation politique. Et sachez aussi que M. Yoro Séraphin, de juin 2007 jusqu'à mars 2008, il a été le directeur financier d'une très grande compagnie de voitures ici aux États-Unis. Monsieur Yoro Séraphin, de janvier 2006 à juin 2007, il a été aussi voilà, agent de vente. C'est par là qu'il a commencé avant d'être le directeur financier de cette compagnie d'auto. Il a travaillé pour beaucoup de compagnies d'auto ici. Je ne voudrais pas, pour toute publicité mise à part, je ne voudrais pas citer le nom de ces compagnies-là. En août 2002, de août 2002 à mai 2004, voilà, il a fait le DeKalb School Board Government, Miller Grove Junior High School. Il est enseignant de français et d'espagnol. Je pense que tout à l'heure, je pourrais lui arracher quelques mots en espagnol. Je parle aussi très bien l'espagnol, moi, juste pour vous taquiner. En juillet 1994 à janvier 1997, il a été membre de la commission universitaire de logement de Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. De juillet 1994 à juillet 1997, il a été membre de la commission universitaire de logement. Voilà, c'est ce que dans le temps on appelait le SENU au niveau des cités universitaires. De août 1993 à janvier 1996, il a été un des membres influents. Je dirais là même que c'est sous sa haute vigilance que la COPETUG a été créée. Il en a été le président du conseil d'administration. En fait, la COPETUG, sachez tout simplement que c'est la coopérative de l'université de Côte d'Ivoire. Voilà. Cursus académique, il a été enseignant. Il est de 2004 en juin 2006. Il a fait Troy University, c'est en Georgie. Il a un Master of Education in Counseling and Psychology. De 92 à 95, il a fait l'université de Côte d'Ivoire. Il en est sorti avec une licence S, lettres modernes. Alors vous voyez que je pourrais certainement continuer sur la vie, au niveau de la vie politique. Voilà, il a été membre du Grand Conseil du PDCI RDA, délégué général du PDCI ici aux États-Unis, dans l'État de Georgie. Il est membre fondateur et président du conseil d'administration de la coopérative des étudiants de Côte d'Ivoire que j'ai dit tout à l'heure, la COPETUG. Alors, vous voyez que je pourrais continuer. Mais ce soir, je pense que mon invité, qui est un invité de taille, nous allons discuter de la Côte d'Ivoire. Nous allons aborder un peu, je dirais, le problème de l'Afrique. Et pourquoi pas, nous allons faire une ouverture sur le monde entier. Monsieur Yoro, bonsoir. Bonsoir. Merci encore une fois de plus. Je sais que vous êtes déplacé spécialement de la Géorgie pour participer à cette émission. Merci encore une fois de plus pour cet attachement, comme je disais, assez cordial que vous accordez à notre télé. Comment allez-vous? Je vais très bien, M. Jean-Marc Kwasi. Et
c'est à mon tour de vous dire merci et surtout pour le travail que vous faites pour notre communauté, je dirais même les Ivoiriens de la diaspora, mais en même temps aussi pour le pays. Et donc, je vous dis merci encore de m'inviter à nouveau pour que nous puissions échanger de l'actualité concernant notre pays et le monde, comme vous avez dit vous-même. Il y a juste moins d'un mois que le président Alassane Dramane Ouattara, nous rentrons dans le vif du sujet, il y a moins de 2 mois que le président Alassane Dramane Ouattara est aux commandes de la Côte d'Ivoire. Et on voit déjà que certains journaux commencent à tirer à boulet rouge sur notre président. Est-ce que vous pensez que le moment il est adéquat pour juger celui-là même qui vient juste de prendre les rênes de la Côte d'Ivoire? Bon, vous savez, une des choses que je voudrais d'abord dire, c'est que notre pays a traversé des difficultés énormes qui sont de divers ordres depuis plus d'une décennie. Et ces différents problèmes-là, à mon sens, ne sont pas des problèmes qui peuvent se régler comme ça à la va-vite. Et donc, d'abord, nous saluons l'avènement de notre président, le docteur Alassane Ouattara. Et avec son aîné, le président Bédié autour, nous pensons que la famille oufouettiste, revenue donc aux affaires concernant notre pays, nous sommes persuadés qu'une ligne appropriée sera donnée à ce pays-là, à notre pays, quand on jette un regard, ne serait-ce que substantiel, sur le programme de société sur lequel il a été élu. Je parle donc de son programme Vivre ensemble. Et donc, revenant maintenant de façon précise à votre question, vous savez, la politique, elle est bizarre. Elle est bizarre, elle est compliquée, mais en ce qui concerne cette étape précise de notre pays, il serait dommage que certains de nos frères ne voient pas l'opportunité qui se plane ici, à l'horizon pour notre pays. Et donc, je n'ai aucun problème que le président Ouattara soit critiqué. D'ailleurs, je crois que cela fait partie de la démocratie. Il faut qu'il soit critiqué. Mais où la critique, à mon sens, elle n'est pas fondée, c'est que c'était le 21, il y a moins de 2 semaines. Le 21 mai. Le 21 mai, nous sommes aujourd'hui le 28, donc il y a exactement 1 semaine que de façon officielle, que les clés du pays lui ont été données. Quand bien que le Conseil constitutionnel lui avait déjà fait prêter serment. Et donc, je pense que ceux qui veulent le critiquer, je crois que c'est leur droit, mais si vous voulez essayer de voir un peu comment les Américains, le climat politique américain fonctionne, vous avez les démocrates et les républicains. Et lorsque le parti démocrate, les républicains doivent faire quelque chose, par exemple, les républicains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de monter l'attente de la faisabilité de ce qui va se faire. En montant cette entente, en fait, on prépare l'esprit des gens à être beaucoup plus, de façon profonde, déçus. Or, ce qui est en jeu ici, le président Ouattara, je suis persuadé, comme il a dit, il le disait il y a 2 jours, mi-du mois prochain, la Côte d'Ivoire aura un gouvernement, son gouvernement au complet, pour essayer de faire accomplir tout cela. Mais dans la réalité, il ne faut pas qu'on se leurre. Les Ivoiriens doivent s'apprêter que les jours à venir vont être des jours laborieux. Je veux dire difficiles. Il faudrait qu'on s'arc-boute, qu'on s'apprête réellement à mettre tous la main à la pâte pour que notre pays en ce moment a reculé un peu plus de 25 ans sur le régime de la refondation. Et donc, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire en 1 semaine, encore moins en 2 mois, encore en 1 an. Ça va prendre du temps. Et donc, sur ce point précis, je pense que ce n'est pas répondant de façon précise à votre question. Je crois que ces critiques-là en ce moment ne sont pas justifiées. Le pays est dans un nouvel élan, est dans un nouvel mood, comme on le dirait. Nous avons un nouveau leader, nous avons un nouveau président. Et je pense que la démocratie s'est exprimée.
La politique politicienne est terminée. Maintenant, il faut qu'on retrousse les manches, qu'on soit au service du président et de la République pour faire avancer le pays. Monsieur Yoro, on vous sait politicien très engagé. Vous avez commencé depuis le bas âge avec le MESI. Vous en êtes arrivé à la FESI. Vous avez côtoyé des grands noms de la FESI comme Aipo Martial, le ministre Blé Goudé. Vous avez animé beaucoup de conférences dont je voudrais ici citer quelques thèmes en son temps. Vous avez animé une conférence sur comment développer le sens de responsabilité chez l'étudiant et l'amener à participer pleinement à la gestion de ses propres affaires. Vous avez aussi animé une conférence sur les stratégies pour garantir la paix en milieu universitaire et assurer l'insertion de l'étudiant ivoirien dans le monde du travail. Alors, parlant du monde estudiantin, vous qui avez vécu ce milieu, vous qui y étiez, aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de la FESI? Faut-il dissoudre la FESI ou bien faut-il réformer la FESI? Bon, vous savez, la FESI est une problématique, en fait. Une problématique qui mérite d'être analysée et qui mérite d'être réellement disséquée. Mais je pense que le commun des mortels, l'Ivoirien, en ce moment, quand on dit FESI, ils savent exactement de ce dont il s'agit. Chacun a une idée bien précise. Mais dans la réalité, je ne voudrais pas réellement perdre le temps sur la FESI en tant que telle. Ce qui m'importe ici, c'est nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle donne en ce qui concerne notre pays. Quelles sont les orientations qui sont en train de se planifier? Quel est le projet de société qui, en ce moment précis, est devant nous, qui appelle toutes les forces vives du pays à s'impliquer pour que notre pays ait un nouvel élan? Qu'est-ce que je veux dire exactement? La société ivoirienne aujourd'hui doit être véritablement repensée. Et quand je dis repenser, c'est vraiment de fond en comble. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Partant de l'école, partant de l'administration centrale, partant de l'armée, partant même de la petite cellule familiale, c'est-à-dire le père et ses enfants et tout cela. Toute la communauté, notre société est entièrement à reprendre aujourd'hui. Et donc, dans la réalité, quand je veux comparer, puisqu'en fait, je suis aux États-Unis depuis 1997, donc cela fait exactement à peu près 14 ans, et on ne peut comparer que ce qu'on connaît mieux. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration ivoirienne, mais en tant qu'étudiant, nous avons vu un peu comment les choses, on a côtoyé différentes personnes et voir un peu comment les choses se font. Donc, dans la réalité aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, vous ne verrez jamais les États-Unis confrontés à un pays, à une situation qui est telle qu'un mouvement estudiantin prend en otage l'avenir total de des générations entières. Prend en otage, ne serait-ce même que, je dis pratiquement toute la société. Cela ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les États-Unis, c'est un pays, mais en même temps, c'est 50 États ensemble, avec quelques îles et départements et autres. Et donc, sur cette base, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, certes, les étudiants, le milieu universitaire et scolaire a le droit de se réunir. Ils ont le droit de mettre en avant leurs idées et tout. Mais de façon principale, lorsqu'on parle de syndicalisme ou de syndicat, c'est une corporation, c'est une association de personnes qui sont soumises à un émolument, c'est-à-dire qui travaillent quelque part et qui reçoivent donc un salaire et qui se mettent ensemble en coopération pour essayer de défendre leurs intérêts auprès du patronat. Mais dans notre cas, c'est carrément dévié. Donc, le syndicalisme, réellement en tant que tel, l'école doit être réformée, remise sur de nouvelles lois, et c'est en cela que nous saluons encore l'avènement du président Ouattara. Parce que quand vous lisez le projet de société Vivre ensemble, et vous voyez tout ce qui est engencé, je crois que la justice ivoirienne va être véritablement changée de fond en comble.
Et de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux devant la loi. Et lorsque vous posez des actes qui sont passibles d'être punis, ben écoutez, vous répondrez de vos actes. Voyez-vous? Je me rappelle, c'est vrai, vous avez mentionné, j'ai été président de MEICI au CEG de Bassam, j'ai été président de MEICI au Collège Montelan. Et juste avant d'entrer à l'université, j'ai été également aussi élu président de MEICI au lycée moderne Sépi de Yopougon. Voyez-vous? Mais le MEICI, par sa définition, c'est le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. C'est vrai, section particulière du PDCI. Mais dans la réalité, ce que vous apprenez au MEICI, il y a un peu de tout. Mais ce que vous apprenez au MEICI, vous apprenez le vrai patriotisme, à être attaché aux institutions, à respecter les institutions, à vous former, à devenir un agent qui est absolument prêt à servir le pays, et c'est cela. Donc vous êtes beaucoup plus attaché au pays. Mais à contrario, vous avez la FECI en tant que mouvement. Je fais une petite parenthèse ici. Le premier secrétaire général, Dr Marcel Aipo, il a fait un travail excellent en tant que leader estudiantin. Quelqu'un de respecté, c'était notre leader en ce moment et tout, en ces temps-là. Mais après lui, tout ce qui a succédé, déjà même à son niveau, je crois qu'il y avait un certain apparentage entre la FECI et le parti, le FPI. Donc la FECI a fini par devenir un bras séculier du FPI. Et qui fait que, par exemple, l'université étant reconnue comme le milieu par excellence d'échange d'idées, voyez-vous, ce n'était plus ça, c'était la pensée unique. Voyez-vous, des méthodes absolument dictatoriales, fascistes, sont exposées pour faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Et le comble de tout cela, ben écoutez, voilà où cela nous a amenés. Mais je crois que, bon, on peut essayer de considérer ces éléments comme des éléments un peu du passé, mais il faut s'appuyer sur le passé pour en tirer le maximum d'enseignements, pour projeter notre prochaine Côte d'Ivoire à telle enseigne que jamais plus nous ne revenions à ce genre de choses. En fait, M. Yoro, comme vous l'avez constaté, l'émission de ce soir, je l'ai scindée en deux parties. Okay. C'est-à-dire qu'en M. Yoro, j'ai vu deux personnes. D'abord, c'est l'ancien messiste, c'est le membre de la FECI, et c'est aussi le consultant politique. Je pense que c'est sur cet aspect maintenant que nous allons revenir. En tant que consultant politique, je vous poserai la question de savoir comment voyez-vous les choses aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que depuis le 26 mars, le jour où on s'était rencontrés pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Voilà. Sur le plan, on va partir par exemple sur le plan sécuritaire. Au niveau de la sécurité, comment voyez-vous les choses en Côte d'Ivoire? Bon, je ne crois... Je parle maintenant aux consultants politiques. Oui. C'est vrai, le consultant politique, il est également aussi ivoirien, donc il vit également aussi les éléments. Et je ne pourrais pas faire d'analyse qui m'extrait de la chose. Donc je dois vivre ce que je dis en même temps. Et sur la base des informations que nous avons, nos parents qui sont encore au pays, je crois que les choses sont en train de s'améliorer. Okay? Les choses sont en train de s'améliorer. Le problème sécuritaire n'a pas encore atteint ce que nous voudrions. Mais à comparer la situation que nous avons actuellement avec 2-3 mois passés, je peux vous assurer que l'Ivoirien sort maintenant pour aller au moins au travail, ceux qui le veulent. Ils sortent pour aller au marché, nos mères, pour essayer d'aller vendre leurs denrées alimentaires et cela. Ce n'est pas encore totalement chose. Il faut féliciter le ministre, le jeune ministre. Nous sommes de la même génération. Hein? Ahmed Bakayoko, écoute, il est en train de faire un travail ici qui est absolument sérieux et il faut l'encourager dans ce sens. Maintenant, le problème sécuritaire étant ce qu'il est, je pense que ce travail-là ne devrait pas seulement être dévolu sur le ministre de la Sécurité ou de l'Intérieur ou les membres du gouvernement. La société ivoirienne elle-même, aujourd'hui, doit prendre une part active au niveau du problème de sécurité. Cela veut dire quoi exactement? Vous habitez dans un quartier, vous vous connaissez, il faut arriver à établir des relations entre voisin à voisin, à telle enseigne que quand vous voyez un véhicule qui n'a pas l'habitude d'entrer
dans votre complexe ou qui n'a pas l'habitude de venir où vous vivez, mais prenez des dispositions pour rapidement informer les autorités. Je suis sûr qu'il y a des numéros de téléphone pour savoir que, bon, écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, je pense que pour le problème sécuritaire, les choses sont en train d'aller crescendo. Et il faut, dès la mi du mois prochain, le gouvernement sera totalement sur pied. Et je pense que le Premier ministre Soro Guillaume lui-même, tous ils en sont conscients, y compris le président. Donc c'est un des éléments essentiels. Si nous voulons absolument que tous les programmes qui sont annoncés puissent s'ancrer réellement, il faut qu'on arrive à apaiser les esprits et que la tranquillité revienne à telle enseigne que les mouvements financiers et tout cela puissent également aussi se faire. Donc je ne sais pas si j'ai totalement... Oui, vous avez répondu, vous avez tout à l'heure évoqué le problème du gouvernement. Je crois que le président actuel a tendu la main à nos frères du FPI, voilà, qui pose une condition. Comment voyez-vous le gouvernement à venir en Côte d'Ivoire? Bon, vous savez, ici, je crois qu'il y a une recommandation qui a été faite par l'Union africaine et qui voudrait être également aussi mise en œuvre par la communauté internationale, voir le président Ouattara tendre la main pratiquement à toutes les couches sociales. Et je ne pense pas que ça c'est une mauvaise chose. Une des choses que le président Ouattara voudrait déjà faire ici, c'est ne pas se comporter ou ne pas se projeter comme le président du RHDP ou du RDR. Si vous voyez déjà tous ces discours et ces mouvements, il se projette effectivement en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, quand il tend la main, que cela soit à toutes les sensibilités politiques, je pense qu'il est essentiel que les uns les autres comprennent bien cette main tendue. La main tendue ici, c'est pour saisir la Côte d'Ivoire, pour la ramener sur le terrain du développement. Je vous donne juste un petit exemple. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois la Côte d'Ivoire a été aussi honorée sur le plateau, par exemple, aujourd'hui c'est le 28, c'est ça? Oui. Le 28, nous étions parmi l'un des trois pays invités comme invités spéciaux à la réunion du G8, les pays les plus industrialisés au monde. Il y a un film j'ai eu la chair de poule. Voyez-vous, je ne peux pas manquer de vous le dire, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu par exemple le président américain, le président Obama, saluer pratiquement tout le parterre des présidents autour de la table. Il revient et il va marquer un stop au niveau du président ivoirien. Ils se tiennent la main et ils sont en train d'échanger pendant au moins 30 à 45 secondes. Après cela, je vois le président américain assis avec le drapeau américain. Et juste à côté de lui, c'est le président ivoirien avec orange, blanc, vert. Ça fait la fierté. Voyez-vous? Et vous ne pouvez pas aimer la Côte d'Ivoire et vous ne pouvez pas aimer la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas avoir la Côte d'Ivoire dans votre cœur et puis ça là, rester silencieux là-dessus. Voyez-vous, c'est un retour fort de notre pays. Et quand France 24, je crois TF1 le prend également aussi en petite interview rapide, mais regardez comme le monsieur parle. Il demande à la communauté internationale, voici le programme que j'ai proposé et voici le nombre d'argent qu'il me faut pour résoudre cela. On lui demande donc qu'est-ce que vous pensez, ils vous aideront. Il dit ils doivent nous aider. Si vous n'avez pas de relation avec le monde, vous ne pouvez pas parler comme ça. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui est un financier, est un économiste, a géré une des institutions les plus prestigieuses du monde en tant que directeur général adjoint, même pas sous-directeur. Donc il est respecté. Et auprès de lui, vous verrez toute la famille oufouettiste, le président Bédier, lui-même là également. Je crois que les Ivoiriens ne feront qu'en profiter. Et donc, revenez un peu à ce que vous êtes en train de dire pour circonscrire cela. Je pense que, comme quelqu'un le disait, the Ivory Coast is back. I don't think we are almost back, but I know we're going to just go faster to be there. Tu vois, donc, ça veut dire que les éléments sont là, nos atouts sont là. Tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est arrêter les débats qui n'ont vraiment plus de sens. Voyez-vous, arrêter les débats qui n'ont plus de sens. Une élection a eu lieu.
il y a eu un vainqueur reconnu. Bon, il y a eu des luttes, il y a eu une certaine lutte de ne pas vouloir reconnaître, mais finalement, c'est fait. Et je pense que le pays est aujourd'hui sur le champ de la réconciliation. La réconciliation, et c'est le mot qu'il faut. Parce que si on ne se réconcilie pas, si on ne se pardonne pas, ce ne sera pas bon pour le pays. Les États-Unis sont la première puissance aujourd'hui, mais entre la guerre la guerre de sécession, entre le Sud et le Nord, il y a eu plus d'1 million de morts. Il y a eu plus d'1 million de morts. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, ils ont passé la main là-dessus et puis ils avancent. Donc tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'élément démocratique ici, les institutions démocratiques en ce qui concerne notre pays puissent fonctionner, qu'on puisse véritablement supporter le gouvernement qui va être mis sur pied le 15 du mois prochain ou en milieu du mois prochain. Et puis, comme le président lui-même l'a dit, il dit qu'il demande à tous les Ivoiriens qui vivent à l'étranger, avec une certaine expérience, l'expérience que vous avez acquise en Europe, l'expérience que vous avez acquise aux États-Unis, nous en avons besoin en Côte d'Ivoire. Mais sans jeter une certaine pierre à quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps, on demandait aux Ivoiriens de rester où ils sont, à l'étranger, en attendant. Ça fait deux choses. Donc ça fait deux discours ici, c'est entre le jour et la nuit. Et je crois que le président Ouattara a vraiment un plan pour l'Afrique, comme il a dit. Mais il faut que les Ivoiriens, qu'on sache que ce ne sera pas d'une baguette magique. Tous ces problèmes qui ont été créés du jour au lendemain, c'est réglé. Et puis non, il faut qu'on s'apprête. Il y a du travail à faire. Il faudra se mettre vraiment au travail. Oui, à vous entendre, monsieur le Président, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui sur les rails. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, comme l'avait dit tout à l'heure, the Ivory Coast is back. Mais pendant que le Président et son équipe sont en train de faire mains et pieds pour sortir un peu notre pays du carcan dans lequel nous l'avons mis, nous avons d'autres frères de l'autre côté, voilà, qui se battent pour que nous restions dans ce carcan, pour que nous restions dans l'état actuel des choses. Alors, quel est le mot, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel est le mot que vous devez leur dire, vous pouvez leur dire? Un des principes de la démocratie, c'est avoir la force morale intellectuelle de reconnaître votre défaite et de reconnaître également aussi la victoire de l'autre. On ne peut pas s'éterniser. Ça dit qu'il y en a qui sont en train de se comporter comme de gros bébés ici. C'est des mauvais perdants. Mais ce n'est pas un problème. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il faudra les aimer tels qu'ils sont. Mais ce qui est certain, le train qui a commencé, s'ils aiment le pays, ils monteront dans le train. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, je ne vais pas dire quelque chose ici qui va aller dans un autre sens. Tout ce que je sais, le pays est aujourd'hui dans un mood, comme on le dit, de réconciliation et de reconstruction. Mais il est clair qu'il y a certains crimes qui ont été faits. Il y a des actes qui ont été posés. Soyons sérieux. On ne peut pas se passer de cela. Et des enquêtes vont être faites. La justice ivoirienne jouera son rôle. Certainement le président Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire va intervenir après auprès de lui pour lui demander d'accorder sa clémence à tel parce que c'est le privilège exécutif. Il a le privilège exécutif en tant que président de la République. Mais avant cela, il faut laisser les choses se faire. Maintenant, la question de si on ne libère pas M. Gbagbo et tout le reste et tout, nous ne rentrons pas au gouvernement, ben écoutez, je crois que c'est un chantage politique qui n'a vraiment pas de sens. Je vais même plus loin vous dire, la façon dont je vois le paysage politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'avais déjà dit il y a quelques temps passé à des amis, j'ai dit que la Côte d'Ivoire bénéficierait beaucoup à adopter par exemple un système qui fait absolument que nous ayons un système de 2 partis politiques en Côte d'Ivoire. 2 partis politiques en Côte d'Ivoire, la gauche et la droite. Quel que soit ce que vous voulez faire, ou bien vous vous trouvez à gauche, ou bien vous vous trouvez à droite. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une option, une troisième option. Vous prenez le système américain, et effectivement, il peut avoir une troisième option. Mais la troisième option, vous devez arriver à prouver que vos idées ont le soutien
de entre 10 et 15% de la population américaine. Monsieur Yoro, c'est bien ce que vous êtes en train de dire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ici il y a un problème d'éducation du peuple, je ne dirais pas ivoirien, mais du peuple africain pour arriver à ce stade? Est-ce que nous, Africains, nous sommes véritablement mûrs et prêts à arriver à cette étape? Retournons un peu en arrière. Voyez un peu toutes les grandes écoles que le président Houphouët a construites. Ces écoles-là n'ont pas été construites de façon gratuite. C'est par rapport à un projet de société. C'est par rapport à une vision bien précise qu'il l'a faite. Le président, il disait déjà, il y a quelque temps passé, avant qu'il nous quitte, que nous avons raté la révolution industrielle. Mais je vous fais confiance, vous, les jeunes, à prendre la relève pour que nous ne rations pas la révolution informatique. C'est par rapport à ça que vous avez, par exemple, le Polytechnique à Yamoussoukro, vous avez ISCA, toutes les grandes écoles. Voyez-vous? Et cela faisait tellement la fierté de notre pays que pratiquement tous les autres pays envoyaient leur cerveau. Je veux dire les meilleurs des meilleurs. C'est eux qu'on envoyait là-bas. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vrai, je ne pense pas que le problème réside au fait qu'on est moins intelligent ou encore chose. Non. En son temps, quand nous on allait à l'école, voyez, regardez les ministères. On parlait de ministère de l'Éducation nationale. Et puis de l'autre côté, vous aviez le ministère de la formation professionnelle. Bala Keïta, Bari Batesti. Père son nom, Bala Keïta. Et donc, après, il y a eu une scission un peu, les choses ont été un peu scindées pour essayer de pousser les choses du côté de la recherche scientifique ou l'enseignement supérieur. Vous avez eu l'éducation, vous avez eu l'enseignement supérieur et puis la formation professionnelle. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de s'asseoir et réfléchir et proposer un schéma bien précis qui fait une bonne balance entre la formation, qui fait une inadéquation entre formation et travail pour essayer d'équilibrer cela. Je veux dire qu'il faut être clair aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller à l'université. On a une certaine façon de voir aujourd'hui, quand vous n'avez pas été à l'université, ou bien vous n'êtes pas à l'université, on pense que bon, non, pas du tout. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université. L'université, c'est pour des études longues, c'est pour enfin revenir en tant que chercheur, c'est pour faire autre chose. Mais il y a, auprès de cela, il y a des formations qui sont absolument qualifiées. C'est pareil comme ici aux États-Unis. Voyez-vous? Donc, il faut arriver à un système de ce genre très précis, réévaluer tout ce qui existe comme programme, parce qu'entre-temps, avec toute cette crise et avec tous les années écoutées et tout, mais les diplômes ivoiriens ont perdu toute leur valeur. Voyez-vous? Quand vous avez un 2A, par exemple, dans notre système ivoirien, vous venez par exemple ici aux États-Unis, il y a des services qui établissent l'équivalence. WES, World Educational Services, et puis il y a d'autres. Mais un des plus connus, en tout cas c'est WES, W-E-S. Ils font une balance de ce que vous avez appris, sur la base de votre curriculum, et puis ils vous délivrent la valeur de ce que vous valez ici. Mais en ce moment précis, le 2A ivoirien a presque la valeur du bachelor américain. Du bachelor américain. Or, quand vous avez un master américain, vous êtes pratiquement au-delà du 2A ivoirien. Parce que c'est l'avant-dernier diplôme avant le dernier qui est le PhD. Donc, il faut que les Ivoiriens, nos mères, nos pères, tous ceux qui pensent qu'ils aiment ce pays-là, on doit marquer un pas ici, aider le ministre Kandia, et puis voir ce qui doit être fait pour que ces éléments puissent être rejetés. Mais le système éducatif ivoirien doit être absolument repensé. Il doit être repensé dans la mesure où vous avez parlé un peu du système informatique tout à l'heure. On sait que chez nous en Afrique, nous avons un système informatique, je le dirais, assez pauvre, parce que le débit il est très lent, le débit il est très bas, ce qui fait que, bon, c'est vrai qu'on peut avoir de grands informaticiens, mais si le gouvernement n'investit pas dans ce milieu, bon, je pense que ça serait
je dirais que ça servirait à quoi de former tous ces informaticiens. Vous avez parlé tout à l'heure de l'avenir de la jeunesse dans vos propos. Vous avez parlé de soutenir Madame la ministre Kandia. Alors, voyez-vous, pensez-vous qu'aujourd'hui la tâche lui serait facile parce que il y a juste quelques semaines de cela, nos enfants qui doivent être la relance économique, la relance du développement de la Côte d'Ivoire sont ceux-là à qui on a inculqué l'éducation de la prise des armes, à qui on a inculqué l'éducation des tueries, à qui on a inculqué l'éducation de savoir brûler des gens, de tirer sur des personnes, de piller des maisons. Est-ce que vous pensez ici certainement que tâche serait facile pour Madame la ministre et à quel prix nous allons arriver à ce dont vous venez de parler? Oui, mais c'était une des raisons pourquoi je vous répondais tantôt que ceux qui, j'entends actuellement, quand je suis sur l'internet, je vois certains débats, que ce soit la télé, que ce soit la radio, j'écoute certains frères qui estiment que le régime a changé et ils ne voient pratiquement rien se passer ou du moins ils pensent que les choses sont absolument lentes. Mais écoutez, je vous répète, la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire est présentement, il ne suffit pas seulement de vouloir changer les choses. Toute la société ivoirienne est à repenser. Entièrement à repenser. C'est pour vous dire que le ministre Kandia, elle fera ce qu'elle peut, mais elle sait elle-même des difficultés monstrueuses sont à l'horizon. Parce que nos enfants, nos jeunes frères et nos petites sœurs ont perdu l'habitude de l'excellence. Ils ont perdu l'habitude d'apprendre. Voyez-vous, chacun veut le chemin le plus court pour arriver. Ce qui veut dire que les grèves sont créées, personne ne va à l'école, on fait juste une affaire de peut-être 6 mois de cours et de cela, mais on s'attend en même temps à avoir immédiatement un diplôme, un parchemin, et qu'on pense que ce parchemin-là peut compétir avec le parchemin d'autres pays. C'est pas comme ça que les choses marchent. Toute la société, monsieur Yoro, vous venez de dire que je vous prends un mot, toute la société ivoirienne est à repenser. Nous savons que d'ici quelques mois, nous allons aller aux élections. Alors, en tant que consultant, d'abord, quelle analyse faites-vous de ces élections à venir? Je vais parler des municipales, des législatives. Comment voyez-vous le RHDP pendant ces élections et quelle est la place du FPI? Parce qu'il faut dire qu'ils sont aussi nos frères. Oui. Non, absolument. Il faut que le FPI ou bien la mouvance présidentielle ou encore le CNRD puisse effectivement jouer son rôle ici. Mais je vais rapidement relever un autre point rapide qui serait un élément essentiel dans le retour, dans l'analyse des différents éléments. La commission réconciliation, paix et vérité. Cette commission-là fera des recommandations. Et je pense qu'il y a des pans de réflexion qui sont prévus à ce niveau. Et le Premier ministre Konabani, il a du pain sur la table. En tout cas, ce ne serait pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire ici parce que cette commission fera des recommandations dans ce sens. Et il faudra également aussi ramener des experts autour de la table pour essayer de revoir tous ces éléments. Et il ne faut pas avoir honte. Quand vous voyez une société qui marche, qui excelle, qui fait des choses de bien, il faut approcher cette société, cette communauté pour dire, bon, écoutez, nous venons apprendre de votre expérience. Et c'est cela. Parce que ce que certains de nos frères pensent, c'est que la Côte d'Ivoire peut être gérée ou bien des Ivoiriens peuvent poser des actes inopportuns parce que c'est un pays africain. C'est vrai, c'est un pays africain. Mais nous vivons aujourd'hui dans un gros village sur la base de l'audiovisuel. Et donc, sur la base des satellites qui sont dans le ciel et qui circulent autour de l'orbite et tout, il n'y a aucune prise de photo que les Américains ou les Européens ou qui ne peuvent pas prendre aujourd'hui. Tout est connecté. Voyez-vous. Donc, ça, c'est un point. Vous me donnez en même temps l'opportunité ici pour revenir sur un aspect puisque vous avez mentionné l'informatique. Une des forces, un des éléments qui aiderait énormément la Côte d'Ivoire à rattraper
tout ce grand fossé qui s'est créé actuellement, ce serait l'informatique. Ce serait l'informatique. Et là, je pense directement à mon ami Amakon Boadier, qui est assis juste là. Nous en avons plein comme lui aux États-Unis. Plein comme lui. Il est titulaire de 3 masters. Et je parle de IT et de project management. Quelqu'un qui a aidé des compagnies, par exemple, comme MCI, Verizon, ou même le gouvernement américain, sur certaines stratégies sécuritaires de l'information au niveau de l'armée et tout ça. Ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Et nous en avons d'innombrables comme ça. Je connais un autre, du nom de Claude Kwaku. Ces gens-là, ils peuvent vous asseoir et écrire les projets. Il y a un autre qu'ils ont débouché dernièrement, il y a quelques années, un autre Ivoirien du nom de Trifo Augustin, qui est aujourd'hui en Floride. Vous voyez les ATM machines qu'on utilise ici, là. Trifo fait partie de ceux qui écrivent le programme de ça. C'est un Ivoirien. On a des Ivoiriens médecins aussi d'ici. C'est-à-dire Central Disease Control, les maladies du monde, où elles sont analysées le maximum, où on essaie de détecter, il y a telle maladie qui va arriver, voici le temps qu'elle va prendre pour disparaître. On a des Ivoiriens là-bas. Est-ce que vous suivez un peu ce que je veux dire? Au Pentagone, il y a des Ivoiriens. Donc, ce n'est pas le problème, M. Jemé Kouassi, ce n'est pas est-ce que nous sommes réellement intelligents pour essayer de compétir. Non. Vous prenez n'importe quel Ivoirien, mettez-le dans les conditions optimales de compétir avec les moyens qu'il faut avec les autres, l'Ivoirien ne sortira pas le dernier. Cela veut dire que, essentiellement, nous sommes compétents, nous avons les possibilités d'exceller, mais le système n'a pas toujours créé les moyens qu'il faut pour que ce gap-là puisse être rattrapé. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je pense que c'est un peu à tous ces Ivoiriens-là que dernièrement le président de la République c'est à eux que le président a lancé un appel pour dire venez avec votre expérience, venez et tous ensemble nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire que nous connaissons, notre Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus corrompus au monde. Alors, le président fait de la corruption son cheval de bataille et voici exactement ce qu'il a dit par rapport à notre justice. Je voudrais lire exactement ce que le président a dit. Le président déclarait « La justice tient une place de choix dans les institutions que j'ambitionne de renforcer. Mais force est de reconnaître qu'en ce moment, face aux nombreux griefs qui lui sont faits et qui ne sont pas, hélas, toujours infondés, notre justice n'est pas au mieux de sa réputation. Elle fait preuve de corruption, de clientélisme, de jugement de complaisance, de décisions arbitraires, trafic d'influence. » Donc le président veut faire de la corruption son cheval de bataille. Est-ce que vous pensez que chez nous en Afrique, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui un des pays les plus corrompus au monde, est-ce que vous pensez que le gouvernement en place a tous les atouts pour y arriver? Honnêtement, je vous répondrai par l'affirmative. Pourquoi? Regardez ceci. Il serait du leurre de penser qu'il n'y a pas de corruption aux États-Unis. Non. Vous trouverez la corruption aux États-Unis. Mais la corruption aux États-Unis n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Je veux dire que pour que quelqu'un ait réussi à faire de la corruption, c'est que véritablement c'est un criminel d'un certain niveau. Pourquoi? Tous les services sont informatisés. Voyez-vous? Laissez dire par exemple que j'ai rendez-vous au ministère de la fonction publique en Côte d'Ivoire. J'ai rendez-vous avec le ministre de la fonction publique. Une des façons ici d'aider à tuer la corruption ici, ben écoutez, c'est d'informatiser tous les systèmes. L'administration ivoirienne doit être informatisée. Vous savez quoi? Il doit avoir trace de ce que chacun fait. Si vous ne laissez pas de traces dans ce que vous faites, c'est votre parole contre la mienne ou bien je fais ce que je veux. Voyez-vous, je prends par exemple le cas du policier. Le policier américain simplement. Vous avez le policier américain qui conduit un véhicule. À bord de ce véhicule, il a un ordinateur qui opère 24 heures sur 24 heures. Mais à l'intérieur de ce véhicule également, il y a une caméra qui enregistre 24 heures sur 24 heures ce que le policier fait.
même s'il doit descendre, aller interférer avec quelqu'un d'autre, tout est enregistré. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas lui qui met la caméra en marche. Depuis la régie, depuis la base, c'est systématiquement mis sur pied. J'ai arrêté M. Yoro aujourd'hui. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai donné telle contravention. On met ça directement dans le système. C'est immédiatement mis dans le système à la seconde près. Tout ce qui vient d'être dit. Ce qui relève directement que le superviseur de ce policier peut aller dans le campureur pour voir un peu ce qui s'est fait. Et donc, un des éléments, et je suis d'accord avec le président Ouattara, ici, si on veut vraiment diminuer à un degré absolument moindre la corruption en Côte d'Ivoire, il faut qu'on informatise pratiquement tout le système. L'éducation doit être informatisée, les ministères doivent être informatisés. Et quand je parle d'informatiser, je ne parle pas d'avoir un campureur et tout. Non, non, non. Je vais un peu expliquer cela. Toute l'administration doit être mise sur un régie, sur un réseau administratif. Quand je parle de réseau, c'est-à-dire, il y a bon, ceux qui sont informatisés, je ne suis pas informaticien, mais on s'informe. Donc, l'administration doit être mise sur un réseau. Le réseau, à travers ceux qui sont experts, crée un système qui fait que tous les actes qui sont posés au niveau de l'administration, que ce soit le président Ouattara Ipé dans son bureau, ou bien l'équipe de contrôle qui est mise sur pied pour savoir, parce qu'il faut pouvoir arriver à créer effectivement, à monter la rentabilité. Voyez-vous, ce n'est pas normal, par exemple, que quelqu'un vient au travail à 8 h officiellement, à 11h45, il sort, il dit que c'est son breur qui s'en va manger, et il revient à 14 h, il est supposé repartir à 17 h, mais il quitte déjà à 16 h. Vendredi, tout le monde va à la maison vraiment très tôt. Mais vous savez quoi? Si ça c'est informatisé, chacun a une carte, tu dois passer ta carte dans le créneau qui prouve que Yoro est arrivé à telle heure, il est sorti à telle heure. Si ce n'est pas fait proprement, écoutez, votre paye va prendre un coup. Il faut aller à l'excellence. Il faut aller à l'excellence. Monsieur Yoro, si vous permettez, je pense que nous allons... Non, je m'excuse de vous interrompre. Nous allons donner la parole un peu. Nous avons des amis qui sont là, qui sont venus assister à cette émission. Donc, nous allons laisser le temps de pouvoir aussi intervenir. Okay. Ceux qui ont leurs préoccupations. Absolument. Est-ce que si vous avez le micro, vous vous présentez. Et puis, quelle est votre question pour monsieur Yoro? Bonsoir, moi c'est Yves Bambara. Ma question porte sur encore d'abord le processus de démarrage de la vie réelle de la Côte d'Ivoire. Vous savez, vous avez parlé de réconciliation et je vais revenir beaucoup là-dessus parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des frères ivoiriens qui ont quitté le pays de gré ou de force pour certaines raisons, surtout après ces élections tragiques, donc je dis tragiques du second tour. Et je voudrais revenir là-dessus parce qu'en général, en Afrique, les tenants du pouvoir oublient de faire une très grande part du travail, à savoir comment tendre la main à ceux qui sont nos adversaires politiques idéologiques. Parce que nous n'avons pas d'ennemis en Afrique. Et nous avons seulement des créatures et d'esprit. Bon, je voudrais vous demander exactement comment est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui est soucieux du devenir de son pays, et comment est-ce que tout l'ensemble des Ivoiriens pensent ramener ses frères qui sont quittés le pays, de gré ou de force, surtout après les élections du second tour. Quel est votre plan de réunification d'abord? Comment est-ce que allez-vous faire pour regrouper? Parce que diriger, ce n'est pas, en général, diriger un pays, ce n'est pas seulement guider le pays et tenir la rêne du pouvoir, mais c'est unir, réunir et rassembler. Comment est-ce que le président Ouattara, dont vous êtes le représentant aujourd'hui, pourra faire pour rassembler tous les Ivoiriens en ramenant d'abord les frères? Merci bien, M. Mambara. Je voudrais demander à tous nos amis qui vont poser des questions tout à l'heure d'être très brefs, le temps de permettre à notre invité d'apporter des éléments de réponse. Monsieur le président Yoro, voici ce que notre ami a dit. Voilà, la réconciliation aujourd'hui se fera avec qui, quand, où et par qui? Bon, M. Bambara, je voudrais vous dire merci de votre intervention. À moins que
je ne représente pas le président Ouattara ici. C'est un honneur que je ne voudrais pas chose. Je crois qu'à moi que, bon, on m'informe là que il y a une décision qui vient de tomber. Non, c'était juste pour rire. Ce serait vraiment un plaisir, un honneur de le faire. Mais revenant à votre question, je pense que la base de la réconciliation, c'est d'abord se parler. La base de la réconciliation, il faut accepter d'abord de se parler. Voyez-vous? Et parce que nous sommes africains et la majeure partie des problèmes auxquels nous avons été confrontés par le passé ont toujours été réglés sous la vapalable. Mais, et la façon dont ça se fait, c'est qu'on se parle. Mais ici, l'autre élément qui entre en ligne de compte, c'est que non seulement on va se parler, mais il faudra en même temps accepter aussi accepter les responsabilités des actes qui se seront posés. Voyez-vous, ça c'est le deuxième aspect. Un autre aspect du point que vous avez touché, effectivement, les élections de 2000, que nous tous nous avons qualifiées de calamiteuses. Beaucoup de militants, par exemple du RDS, je veux parler surtout de mes frères malinqués, ou même d'autres frères qui étaient dans ce sens, ont dû quitter le pays pour être des réfugiés politiques un peu partout. Et aujourd'hui, je crois que l'heure est arrivée que tous ces gens-là puissent avoir un regard pour le pays. Puissent avoir un regard pour le pays parce que le pays, il est réellement ouvert. Et le président, comme il le dit, écoutez, le gouvernement qui sera mis sur pied en mi-juin, le mois prochain, tendra la main effectivement à tous pour que, bon, si vous voulez effectivement aller travailler dans un certain domaine que vous allez, je vous donne un exemple. Officiellement, je crois que la Côte d'Ivoire a quoi, 28 régions sur, c'est bien ça, 28 régions. Mais un des points qui avait aidé en son temps, depuis le président Oufoué jusqu'au président Bédié, vous savez, il y avait des programmes sociaux qui étaient mis sur pied. Dans les différentes régions, vous avez les GVC de diverses zones qui travaillaient et des moyens étaient mis à la disposition de ces jeunes-là. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Tu vois? Donc il faudrait leur donner l'opportunité d'apprendre à gérer, même ne serait-ce qu'à leur propre niveau, ce qu'ils font dans les champs et tout. Ce qui veut dire que ceux parmi nous qui ont certaines expertises ici, peut-être qu'à un moment bien précis, à travers l'ambassadeur Daouda Diabaté, que je salue au passage également, que des recensements vont être faits pour que le tri puisse se faire également pour que, bon, tous nous puissions aller servir. Mais dans la réalité, il y a eu beaucoup de mal qui a été fait à travers ces élections. Je vous souligne rapidement un point et puis je finis avec cette question. Depuis 2002, les actes qui ont été posés, je vais dire tout ce qu'on a appelé par exemple rébellion et tout cela, il y a eu un acte décret d'amnistie qui a été pris par le président à travers les discussions de Pretoria et de tout cela. Et tout le monde a décidé que bon, il faudra amnistier tout le monde. Si vous avez remarqué, les problèmes ont réellement commencé que lorsque le président Gbagbo a décidé de ne pas reconnaître les résultats dans les urnes. C'est là, toutes les théories qu'on attend actuellement, la majeure partie de toutes ces théories, c'est à partir du second tour. Le premier tour, il y a eu quelques... Mais ça ne peut pas véritablement entacher la sincérité du vote des Ivoiriens. Mais toutes ces théories-là ont commencé effectivement à partir du second tour, où tout ce que les gens ont planifié, les armes que les gens ont payées, ils ont commencé à mettre cela en exécution. Et puis bon, on a commencé à assister à cela. Donc, je crois qu'il faudra... La commission réconciliation, vérité et justice fera le point sur tout ça, mais je pense que moi je demande à tous les Ivoiriens, nous avons tous perdu un parent dans cette affaire. Que cela soit un voisin, que cela soit une amie ou un ami, nous avons tous perdu un parent. Moi ma mère est de Diokwe. Ok, merci. Ma mère est de Diokwe et donc mon père est de Bangolo et tout ce que vous voyez actuellement, les morts et compagnie, ça c'est directement chez nous ça. C'est le Oué a payé le plus du prix dans cette guerre-là que je ne dis pas que les autres n'ont pas souffert. Mais pourquoi spécialement la région de Oué? Pourquoi? Et pourquoi personne n'a mis quelque chose sur pied pour essayer de les protéger? C'est ça. Donc, c'est des choses qui vont prendre du temps. La région de Oué, il y a des propositions bien précises, des approches précises, pour essayer d'approcher les gens, pour essayer de résoudre cela et tout.
Mais je pense qu'il faudrait que nous tous, d'abord on doit décider qu'on est prêt à aller à la paix. On ne peut pas rester sur ça. Il faut que nous avancions. Voilà, je voudrais laisser encore une fois de plus, monsieur le Président, votre permission, on va prendre peut-être 2 autres questions. Tout à fait. Voilà, est-ce que si vous avez le micro, vous vous présentez et puis quelle est la question pour mon invité de ce soir? Voilà, moi c'est Ali Touré, je suis membre du RHDP, New York. Monsieur Yoro, vous savez, quand on regarde l'histoire, vous avez fait allusion rapidement à la guerre de sécession aux États-Unis. Je pense aussi à la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Américains sur le Japon. Et on n'a pas entendu parler de réconciliation. Mais aujourd'hui, le pays le plus ami des Américains, à part quelques pays occidentaux, c'est bien le Japon. C'était la 2e puissance mondiale. Moi, je crois que la situation qu'on a vécue, la situation stupide qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, ne peut être compensée que par le travail. Parce que mettre des théories en place, réconciliation à gauche, réconciliation à droite, pour moi, c'est une perte de temps. Le président, comme vous l'avez bien défini, il a un programme de société, il a un programme de travail, et je vous assure, les brigandages, les inutilités viennent quand la population n'a rien à faire. C'est ça. Comme vous l'avez bien défini, la Côte d'Ivoire est partie 25 ans en arrière. Absolument. Mais on ne va pas 25 ans en arrière pour rien. C'est avec tous ces crapulités, ces banditismes, et en fin de compte, comme vous l'avez dit, malheureusement, nos frères de l'Ouest qui ont monté leurs parents, c'est-à-dire vraiment les politiciens, bien sûr, c'est toujours les politiciens. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le civil, ce n'est pas le paysan. Monsieur Ali Touré, quelle est votre question? Quelle est la question spécifique que vous avez pour mon invité? Voilà. Moi, ma question, est-ce que vous pensez réellement que les approches nominatives de réconciliation vont résoudre le problème en Côte d'Ivoire? Merci bien, monsieur Ali. Je vais tout droit au but. L'approche que vous êtes en train de vous décrire, il faut voir 2 valeurs là-dedans. La première valeur est attachée à notre culture. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que, selon nos coutumes, que nous réglons les problèmes. Quand il y a une difficulté dans la famille ou bien entre un village, le village vient s'asseoir et les notables sont là et puis on discute et puis on règle le problème. Donc ça c'est purement africain. Voyez-vous? Et donc, une fois quelqu'un a du gros sur le cœur et il a la possibilité de s'exprimer, la haine s'extériorise et puis la paix reprend un peu la place, le calme reprend un peu la place et puis l'acceptation de l'autre aussi reprend la place, surtout quand compensation suit. Voyez-vous? Donc ça c'est le premier point. Mais je suis entièrement d'accord avec vous en ce qui concerne le second point. Le désœuvrement en Côte d'Ivoire est la base de tout le problème. Voyez-vous, la jeunesse ivoirienne a été pompée, par exemple, dans le sens, tous les mots, par exemple, quand on parle de patriotisme, on parle de nationalisme, on parle de c'est nous contre eux, on parle du blanc contre nous, c'est cela. C'est vrai, cela crée de l'excitation au niveau des uns des autres et tout cela, mais dans la réalité, nous ne ferons que être, nous devenons des esclaves de nous-mêmes, notre propre esprit. Donc, une des façons de résoudre ce problème le plus tôt possible pour que l'Ivoirien se rende compte, ou celui qui vit en Côte d'Ivoire se rende compte, que, écoutez, ce monsieur qui vient d'être élu est prêt à faire quelque chose, c'est immédiatement désenclencher tous les programmes sociaux pour que du travail, les compagnies arrivent et tout cela. Il y a une information que vous savez. Le président Sarkozy, ça c'est lorsqu'il s'adressait à la population française en Côte d'Ivoire, il a annoncé comme ça de go que bon, la France est prête, ou je crois annule près de 2000 milliards d'euros de nos dettes. Ben, et quelqu'un me faisait une analyse, il dit non mais écoute, quand il dit qu'il annule, en fait c'est un genre de rabattement, on va payer après et tout. Ok, je lui ai donné un petit exemple. Je dis suppose que M. Jemel Kouassi a $1000 dans le mois. Et ces $1000,
quand il finit de payer ses factures et tout, il ne lui reste seulement que peut-être, disons, 300. Ok? Comme qui reste, il doit essayer de faire le reste. Mais M. Germain Kouassi est mis dans une situation maintenant où on dit, toutes les factures que tu devais payer, on sait que tu as l'argent avec toi, ne paye plus ces factures-là, garde l'argent et fais quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Germain Kouassi va peut-être maintenant voir son côté médical. S'il avait mal là-dedans, il va s'en occuper. Si ses enfants devaient aller à l'école, il va s'en occuper. S'ils doivent manger, ils vont bien manger. C'est pareil comme pour le pays. Et donc, annuler ces dettes-là donne beaucoup plus de marge de manœuvre au président et à l'exécutif de mettre des programmes sociaux sur pied pour le peuple, pour les femmes, pour les jeunes, pour les non-déscolarisés, pour que chacun soit réellement occupé à faire quelque chose. Mais il y a la place en Côte d'Ivoire pour tout le monde. Tout ce qu'il nous fallait, il nous faut un leader qui a une vision claire, un leader qui a un programme précis, un leader qui sait mettre les gens ensemble. C'est tout ce qu'il nous fallait. On n'a pas besoin aujourd'hui de messages de division, mais nous devons plutôt aller à l'unisson. Monsieur Yoro, depuis 2004, je pense que c'est encore un autre aspect de votre personne. On a parlé de l'ancien militant du MESI, de la FESI. Je parle maintenant aux consultants. Je vais faire juste une petite ouverture sur... parce que beaucoup me diront, mais pourquoi est-ce que je vous appelle aussi président? Il faut savoir aussi que vous êtes le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la Géorgie. Alors, parlant de réconciliation, je sais pertinemment que dans votre groupe, il y a aussi des frères et sœurs de la tendance opposée à vous. Alors, comment, au niveau de manière, je dirais, sur le terrain, comment faites-vous, comment prenez-vous la réconciliation au niveau de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la Géorgie, dont vous en êtes le président? Bon, vous savez, il y a un adage en Afrique qui dit qu'on ne peut pas rester dans les manias pour enlever les manias. Si vous restez dans les manias, que vous voulez enlever les manias, d'autres manias vont encore monter. Donc, ce que je veux dire ici, nous avons, toutes les communautés ivoiriennes, à peu près partout, ont été beaucoup affectées par cette affaire politique des élections en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes trouvés dans une situation où certains frères ou sœurs ont pris cette affaire carrément comme une affaire de support immédiat, régional ou ethnique. Voyez-vous, mais pourtant, ils vivent ici aux États-Unis. Et lors d'un de mes débats, je disais qu'il y a certains frères actuellement aux États-Unis qui vivent aux États-Unis depuis près de 15, 20 ans ou 30 ans. Mais ce qui se passe, quand vous regardez leur façon de faire des choses, leur façon d'agir, c'est comme s'ils viennent d'arriver. C'est-à-dire que l'avion qui a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et qui s'est arrêté à JFK à New York, ben, c'est comme s'ils sont encore assis dans l'avion. Qu'est-ce que je suis en train de dire exactement? Vous ne pouvez pas vivre dans un pays comme les États-Unis, première puissance mondiale pratiquement en tout. Démocratie par excellence, avec un esprit absolument extraordinaire. 20 ans, vous vivez dans ce pays et vous n'apprenez rien. Tout ce que vous faites, vous êtes dans votre petit coin, vous fréquentez votre petit monde et c'est tout. Maintenant, les élections arrivent en Côte d'Ivoire, on dit parlons de programme, vous, c'est pas ce qui vous intéresse. Il y a certaines personnes moi, qui m'ont dit par exemple qu'elles estiment qu'elles sont très déçues de moi. Parce qu'étant un ouais, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je ne suis pas aligné sur le président Gbagbo et que je soutiens le président Ouattara qui est un malinqué. Je vous le dis, ça fait rire, mais c'est sérieux. Ils sont pleins, ils peuvent en témoigner. Beaucoup de gens ont vécu ce genre de situation. Mais si quelqu'un qui vit ici doit parler comme ça, écoutez, je crois qu'il faut mieux comprendre maintenant la situation des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et donc, la situation actuelle, il y en a qui gèrent encore très mal leur défaite. C'est une défaite, elle est politique, mais elle n'est pas définitive. Je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. Et donc, les élections sont faites, quelqu'un perd, quelqu'un gagne, et puis on avance. Donc, l'excitation, bien l'extasement est encore à certain niveau, et il faut leur donner le temps de digérer leur défaite, et puis bon, quand cela va se calmer, je crois qu'on aura le temps de faire des programmes. Je pense qu'il y a quelqu'un au niveau de l'assistance qui voudrait bien poser une question. Allez-y. Et le téléphone. Bonsoir, M. Yoro. Je voudrais vos questions assez brèves. Hein. Il faut aller droit au but. Vous posez vos questions. Permettez à mon invité de pouvoir vous apporter des éléments de réponse.
Bien, moi c'est Ben Sissé, je suis le secrétaire général de PDCI au niveau de New York. Je suis aussi membre de RHDP USA. Bon, ma question se rapporte sur le problème de l'école ivoirienne. Quel est selon vous le plan, s'il vous plaît, je vais dire le plan Marshall qu'il nous faut pour réhabiliter notre éducation d'antan que nous avons connue? Merci bien, M. Ben Sissé. J'ai une autre question qui suit. C'est deux questions, s'il vous plaît. Et le deuxième point, c'est le côté l'informatisation du système. En fait, quel plan vous avez quand on sait qu'après l'informatique, il faut former les utilisateurs de ce produit informatique? Voilà. Merci bien, M. Ben Sissé. Président, je voudrais permettre aussi à certainement un dernier membre de l'assistance de poser sa question. Voilà, vous vous présentez et puis quelle est votre question pour mon invité de ce soir? Bonsoir, again, je veux dire merci à Ivoire TV Net pour nous avoir reçu ce podium. Et moi, je suis mademoiselle Kofi Ahibo. Je suis opticienne ici à New York. Et je suis vraiment intéressée par l'invitation du président Dramane Ouattara à tous les Ivoiriens de l'extérieur de venir mettre la main à la pâte. Mais je dis, il va falloir qu'il fasse un programme d'offre d'emploi qui soit versé sur l'extérieur pour que nous puissions aller aider en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et aller aider la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de ça je voudrais savoir aussi là, un plan pour cette invitation, pour l'insertion de tout étranger ivoirien en Côte d'Ivoire, la diaspora. Merci. Voilà. En fait, quelle est la plateforme aujourd'hui pour faire revenir la diaspora en Côte d'Ivoire? Président? Je voudrais commencer par la dernière intervention. Merci, mademoiselle Kofi Ahibo. Vous saviez, le gouvernement passé, il y avait une direction qui avait été mise sur pied, qu'on appelait la direction des Ivoiriens de l'étranger, ou bien la direction des Ivoiriens de la diaspora, malheureusement qui n'a jamais fonctionné, voyez-vous. Et donc, ça c'était un des espoirs que nous étions en train de voir. Et puis bon, écoute, cette direction est morte comme ça. Ici, je vais seulement me référer à la réponse que le président Ouattara a donnée, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à un journaliste, lorsqu'il disait que le nouveau gouvernement, d'abord il a précisé une chose. Il a dit que ce serait, bon, je n'ai pas envie de dire le mot provisoire, mais il me semble que il y a eu quelque chose de ce genre. Donc, il y a un gouvernement qui va être mis sur pied d'ici mi-juin et qui va préparer tous les grands dossiers. Chaque ministre dans son département avec ses directeurs centraux, ils prépareront cela. Donc, je crois que la volonté politique est déjà là. Le président Ouattara dit, je veux que ma jeunesse rentre. Ceux qui ont des expertises puissent rentrer pour m'aider dans ce programme parce qu'il y a la place et vraiment il faut rentrer. Donc la volonté politique s'est déjà exprimée. Une fois la volonté s'exprime, le gouvernement ne fait que s'exécuter. Le Premier ministre Soro, d'ici mi-juin, le gouvernement va être, je vais dire, publié. Et puis, les voies et moyens vont être donnés, j'en suis persuadé, pour voir exactement comment ces conditionnalités-là vont se faire. Ça, c'est ce que je me dis. Donc, c'est ce que je voudrais dire là-dessus. Et pour ce qui concerne l'école, concernant mon frère Ben Sissé, merci de ta question. L'école, je l'avais déjà développée il y a quelques temps. Je dis que notre école doit absolument être repensée. Tu vois ? L'école doit pouvoir répondre à une équation nette entre formation et emploi. Voyez-vous? Et quand on parle d'emploi, c'est vrai à l'administration centrale, depuis l'ENA et tout le reste, mais surtout le privé. Si on veut attirer aujourd'hui Microsoft en Côte d'Ivoire, si on veut attirer aujourd'hui des entreprises américaines ou européennes, notre école doit mettre sur pied un curriculum qui, à travers la formation professionnelle, forme les jeunes Ivoiriens qui fait de telle sorte qu'ils sont déjà compétents
ils parlent anglais, ou ils parlent espagnol, ou ils parlent français, et ils écrivent correctement dans ces langues-là, qui font que quand l'employeur arrive, il regarde le curriculum, ils n'ont pas de temps à perdre, directement, le travail doit se faire. Parce que ces compagnies-là, il n'y a pas de perte de temps. Il n'y a pas s'arrêter et puis parler. Les causeries et compagnie, ça n'existe pas. Vous avez votre travail à faire, chacun a son chiffre. 24 heures sur 24 heures, le travail se fait aux États-Unis. Vous travaillez certainement de 1h du matin à 8h. Quelqu'un d'autre va travailler de 8h à 16h et de 16h à 24h ou bien à minuit. Et puis le cycle, c'est comme ça. Donc, c'est une société de production. Elle est consommation, mais elle a en même temps de production. Et c'est à cela qu'on doit arriver en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est cela. Si on veut rattraper ce retard-là, c'est ce qu'il faut absolument faire. Et donc, c'est ce que je voudrais dire pour ce qui concerne l'école. Et je disais également aussi par rapport à une des questions de M. Jemel Kouassi, qu'un des éléments que nous pourrions faire pour véritablement anéantir ou bien rendre à presque zéro la corruption en Côte d'Ivoire, c'est informatiser tout le système ivoirien. Tout le système, c'est vrai. Voilà ce qui se passe. Le premier investissement va coûter beaucoup d'argent. Mais quand l'investissement initial est fait, mais écoutez, nous avons toutes sortes d'expertises, des Ivoiriens qui sont partout à travers le monde. Ils feront maintenant la maintenance. Et donc, l'investissement est fait, mais ce qui va se passer, le policier qui normalement se met sur la route, au lieu de donner une contravention normale, vous avez votre petit carnet là, et puis bon, il sait très bien qu'il y a 5 000 là-dedans, vous mettez, vous regardez, il retire les 5 000 et vous remet. Ça, il faut que ça s'arrête. Voyez-vous, le monsieur, il a sa moto, il a sa voiture. Il faut même que le consommateur vous exige qu'il vous donne un reçu informatisé. Exigez cela. S'il ne vous donne pas un reçu, ça veut dire que l'argent qu'il a pris ne rentre pas dans la caisse de l'État, c'est pour lui. Voyez-vous? Et puis, au-delà de cela, une autre suggestion. Il faudrait par exemple que le gouvernement, je suis sûr qu'ils ils sont en train de penser à autre chose. Il faudrait que le gouvernement arrive à créer un système qu'on appellerait par exemple internal affaires. Voyez-vous? Internal affaires, les policiers sont sur le terrain, ils font ce qu'ils ont à faire, mais le département des affaires internes, eux, ils s'assurent que tout est fait correctement. Quand on porte plainte contre vous, vous risquez de perdre votre boulot. Et le président Ouattara a dit, des gens vont perdre leur boulot pour simplement de choses. Donc, je voudrais lier ces deux questions et vous remercier pour cela. Je crois que M. Ben Sissé aussi a parlé du côté informatique. Qu'est-ce que... Bon, je pensais que j'avais mis les deux ensemble. Hein, je pensais que j'avais combiné les deux réponses. Et donc, c'est important que notre système soit informatisé. Et nous avons plein d'Ivoiriens, je peux vous assurer, depuis Georgia State University à Athens University, ça c'est parlant de l'État de Géorgie, avec DeVry University, on a des Ivoiriens qui sont pratiquement dans tous les domaines. Maintenant, vous prenez les autres États, ils sont des milliers. Je vous dis, quand vous entrez dans une salle et puis vous demandez quels sont les Ivoiriens qui sont titulaires du master, vous êtes surpris. Bachelor, alors là, ce n'est pas la peine. Mais ce que vous avez appris ici, le pays a besoin de ça. Ma soeur, par exemple, vous avez dit que vous étiez opticienne. Ok. Voilà, je prends un exemple. Mademoiselle Kofi est opticienne. Elle a appris, par exemple, d'abord, pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire, elle doit d'abord connaître la réglementation même de l'État de New York. Premier principe. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis dire que non, 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 il y a de la réglementation, la loi et tout ça, vous devriez connaître. Quels produits vous pouvez utiliser et quels produits vous ne pouvez pas utiliser. Quels sont des produits que vous allez utiliser qui sont mauvais pour la santé des gens et tout. C'est cela. Et donc, voilà une experte, par exemple, dans son domaine. Quand toutes ces choses-là vont s'ouvrir, mais elle sera dans un domaine où elle pourra rentrer pour aller former les autres sœurs à devenir des professionnels. C'est un exemple. Et je pense que vous le réussirez parfaitement. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, je recevais aujourd'hui, au niveau des grandes interviews de Jean-Marc Kouassi, M. Yoro Séraphin, venu spécialement de la Géorgie pour que nous soyons sur ce plateau. Comme je le disais d'entrée de jeu, M. Yoro Séraphin, CEO de Sogrib International, il est consultant politique, expert en matière d'organisation politique. M. Yoro Séraphin, aussi le président
de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la Géorgie. Il est pédagogue de formation. Il a été directeur financier d'une succursale automobile ici aux États-Unis. Monsieur Yoro Séraphin, je pourrais citer tout ce que vous avez fait. Vous avez un CV, un curriculum vitae qui est très chargé. Alors, la dernière question que je m'en vais vous poser, avant de conclure cette émission, j'ai pas envie de dire qu'est-ce qui fait courir M. Yoro Séraphin, mais si d'aventure, avec tout ce bagage que vous avez, sur le président Ouattara vous fait appel. Quelqu'un veut répondre à cette question pour moi? Non, en fait, non, M. Jean-Marc Kouassi, je crois que les actions ou les actes que nous posons ici, c'est purement par amour pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, il y a exactement 4 mois passés, j'ai senti un genre, ce que l'Américain appelle a burden, c'est-à-dire un genre fardeau sur votre tête, à la suite des élections du premier tour et de cela. Nous avions joué un certain rôle à l'université et de façon très modeste, des frères et des sœurs nous considèrent toujours comme un leader d'opinion. Et je me suis vu comme ça devant ma responsabilité. Si je m'étais dans ce qui se passe, je serais responsable, co-responsable devant l'histoire. Et donc, il est important que ce que moi je sais, que j'ai vécu, que je puisse l'exposer pour que, bon, beaucoup d'autres personnes comprennent ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et donc, c'est cela. Donc, c'est purement par amour. Mais vous savez, nous avons un cœur qui tangue effectivement pour notre pays. La Côte d'Ivoire est un pays leader dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire a les potentialités pour devenir, comme le président Ouattara a dit, un pays émergent de maintenant jusqu'à dans 20 ans. Vous savez quoi? Ça va prendre l'effort de tous. Il y a des expertises que nous avons. Mais écoutez, si le gouvernement ivoirien ou le président nous dit qu'ils ont besoin de nous par rapport à quelque chose de précis, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que nous aurons un problème à aller aider. C'est notre pays. Nous devions aller compétir et exposer ce qu'on a à faire pour le pays. Donc je vous tranquillise, c'est que mais ce qui est important, il faut absolument que nous arrivions à faire passer ce message, parce que tout cela dépend réellement de comme je le dirais, une vision politique. Est-ce que la vision politique est là? Oui. Est-ce que nous avons un leader qui exprime cette vision? Oui. Est-ce que nous avons un leader qui a cette capacité, qui a l'expérience et les relations mondiales pour essayer de propulser la Côte d'Ivoire? Oui. Donc, quand vous prenez toutes ces questions, c'est oui, oui, oui. Mais écoutez, le pays ne peut que revenir et aller de l'avant. Donc, si je peux m'arrêter là, bon, c'est ce que je voudrais vous dire. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, vous me dites. Oui, chers amis d'Ivoire TV, voilà, comme je vous le disais, je recevais Monsieur Yoro Séraphin. Monsieur Yoro Séraphin a fait l'université de Troy, c'est à Covington en Georgie. Il a un Master of Education in Counseling and Psychology. Vous êtes un leader d'opinion, on le sait. Vous avez beaucoup de notoriété. Merci. Je pense que vous êtes aussi consultant et je pense que ça te titre que vivement au niveau des grandes interviews de Jean-Marc Kouassi, au niveau d'Ivoire TV, on souhaite que votre expertise puisse certainement contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais des générations à venir. Je pense que c'est sur ça que vous tablez beaucoup plus votre bataille. Merci bien, monsieur Yoro Séraphin. Si je puis... Merci. Allez-y, je pense que vous avez un dernier mot à dire. Allez-y. Merci. Voilà. Merci. Votre dernier mot, allez-y. Non, je voudrais dire que dans ce voyage, j'ai mon frère et ami qui m'a accompagné. On a voyagé toute la nuit, environ 14 heures pour pouvoir arriver pour cette interview. Et je voudrais également aussi qu'il soit remercié. C'est François Alou qui est assis Monsieur là. François Alou, on va le présenter. Monsieur François Alou. Voilà, on fait un gros plan sur Monsieur François Alou. Mon ami de tous les jours, que tout le monde connaît, Monsieur Amakon Bouadié, qui vit à Washington DC, mais qui a tenu également aussi à m'accompagner. Je voudrais dire, sans oublier tout à fait mon directeur de protocole, Bamba. Bamba, on va présenter. Bamba, lève ta main.
On fait un gros plan sur M. Bamba, voilà. Bamba, c'est un garçon efficace, il m'accompagne partout. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, il faut mettre la politique à part. La politique est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, nous sommes à un rendez-vous, à la croisée des chemins, où nous avons l'opportunité de prendre notre pays dans la main et puis l'amener à des siècles où les gens vont en parler à des moments à venir. Nous avons un président et un gouvernement qui, je crois, sont en train de faire le travail qu'il faut. Nous saluons également aussi le président Bédié pour avoir permis, lui et Mamie Bédié, d'avoir permis, en tout cas, à la Côte d'Ivoire de revenir aujourd'hui. Si Bédié voulait jouer autre personne, peut-être qu'on serait encore dans la crise. Mais par son action aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé cette action-là et nous lui disons merci. Et donc, merci de cette soirée et c'est à nous de vous dire merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, vous avez été ceux-là même nombreux ont appelé pour demander encore une fois de plus une interview avec M. Yoro. Je crois que je vous avais sur mon plateau le 26 mars et des milliers de nos frères à travers le monde entier ont suivi cette interview. Ils ont contacté la régie et ils ont demandé de vous faire revenir sur ce même plateau de sorte à pouvoir vous entendre, développer les thèmes qui sont assez chers à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci au nom de la direction d'Ivoire TV. Comme Monsieur Yoro vous le disait tout à l'heure, il a fait 14 heures de route pour être avec nous ce soir. Je pense que c'est un sacrifice et ce sacrifice, on l'espère, pourra payer un jour. Vivement que la voix de M. Yoro soit entendue depuis Abidjan, de par sa compétence et sa disponibilité surtout, comme le président Alassane Dramane Ouattara l'a dit. Voilà, je crois que c'est ceux-là qu'il faut faire partir au pays pour la reconstruction, la réconciliation et la relance économique qu'on a dénommé les 3 grands R, qui sont les 3 grands chantiers du président de la République. Absolument. Monsieur Yoro, merci encore une fois de plus. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'être venu sur. C'est moi qui vous dis merci. Merci, monsieur Jamel Kwasi. Votre micro. Monsieur Ali Bongo, président de la République gabonaise. Excellence Monsieur Atta Mills, président de la République du Ghana. Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Excellence Monsieur Petrus Ngaloman, vice-président d'Afrique du Sud. Messieurs les chefs de gouvernement, honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes. Permettez-moi tout d'abord de demander que nous observions une minute de silence en mémoire de tous nos martyrs victimes de la crise ivoirienne, tombés dans la quête de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire.